rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous culture des bibliothèques spécial Japon. Aujourd'hui, Eléa, Amy, Antoine et moi, Anne, allons vous présenter une sélection d'œuvres nippones. Donc nous allons parler de 20th Century Boys, Underwater, le village émergé, la papeterie Tsubaki, Âme brisée d'Akira Mizubayashi, et aussi Death Note, le manga, Bride Stories, le manga également, Le poids des secrets d'Aki Shimazaki. Ensuite, nous continuerons avec les notes de chevet de Seisha Nogo, Le voleur d'estampes et la série Alice in Borderland. Mais tout d'abord, pourquoi le Japon ? C'est Antoine qui va vous l'expliquer. Alors, pourquoi le Japon ? Très bonne question, merci Anne. C'est pas parce que c'est la période des cerisiers en fleurs, même si on s'en rapproche vaillamment. C'est parce que on avait envie de parler de bande dessinée cette année. Vous savez peut-être que le ministère de la Culture a lancé pour 2020-2021 une année de la bande dessinée. Et ça faisait quelques années qu'on n'avait pas fait d'exposition sur la bande dessinée dans les bibliothèques de Compiègne et qu'on avait envie de parler de bande dessinée. Et on a eu envie de parler de la bande dessinée très contemporaine, de vraiment la bande dessinée d'aujourd'hui et des créateurs d'aujourd'hui, notamment à partir du travail d'une créatrice que ma collègue Eléa et moi-même on adore, qui s'appelle Vanida, qui est une très grande auteure de bande dessinée. Et on va aussi parler d'un auteur qui s'appelle Nicolas Ittori II, d'une auteure qui s'appelle Patricia Lifung et de pas mal d'autres. Et le thème, c'est l'hybridation entre la bande dessinée européenne et le manga. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui toute une génération d'auteurs dans les années 2000-2010 qui font une bande dessinée vraiment dans la lignée de la bande dessinée européenne, hein, avec toutes les influences que ça a, avec toutes les évolutions qu'il y a eu dans les années 90, les différents formats, les différents styles, mais très influencés par le style du manga. Et ça donne des bandes dessinées qui nous semblent particulières. Et c'est des thèmes qui ont été assez peu étudiés et on s'est dit voilà, ça va être à Compiègne qu'on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et étudier ces questions pour la première fois. On prévoit une journée d'études, alors a priori le 22 mai si la crise sanitaire le permet, avec donc les 3 auteurs dont j'ai parlé, mais également des spécialistes comme Hervé Briand et Maël Ranou. Le but, c'est à la fois d'étudier cette question et puis de présenter au grand public un certain nombre d'œuvres qui nous semblent majeures de ce courant, et c'est l'occasion de parler aussi plus largement des rapports entre la France et le Japon, et puis de la culture japonaise qu'on aime. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas mal parler de littérature japonaise. Vous allez avoir l'impression qu'on parle beaucoup de manga, mais en fait on va aussi vous parler de romans, et on va aussi écouter un peu de musique, puisqu'on est à la radio. Je vais commencer par me passer la parole à moi-même pour parler de 20th Century Boys. Alors 20th Century Boys, c'est un manga, une série de mangas de Naoki Urasawa, qui est un très grand auteur de manga. Et il m'a été recommandé par une usagère des bibliothèques de Compiègne un jour où j'étais en service public à Saint-Corneille. C'est un des avantages d'être bibliothécaire, c'est que les usagers peuvent vous donner des conseils. Et alors le titre 20th Century Boys est en anglais, c'est une référence à une chanson du groupe T-Rex de 1973 que vous connaissez peut-être déjà. Et le point de départ de l'histoire, c'est une bande d'enfants en 1969 au Japon. Ils ont, comme des groupes d'enfants, ils ont une cabane secrète et ils jouent à prédire ce qui va se passer à l'avenir. Et alors leur histoire, l'histoire qu'ils créent, c'est une sorte d'apocalypse où une secte dirige tout, avec un leader charismatique et une sorte de symbole, de glyphe, autour duquel les fidèles se rassemblent. Et eux, donc les enfants qui imaginent cette histoire, seront des héros et ils sauveront le monde de la tyrannie de cette secte. Bon, ça c'est une histoire assez basique d'enfants qui inventent des histoires. Et en fait, l'essentiel de l'histoire que raconte le manga se passe une trentaine d'années plus tard. Ça commence en 1997. Les enfants sont devenus adultes. Le héros principal tient une supérette dans une petite ville de province pas très loin de Tokyo. Et ils sont plus ou moins encore en contact les uns avec les autres. Et l'un d'eux se suicide. Et on découvre que son suicide est lié à des menaces de la part de quelqu'un. On ne sait pas trop qui. Apparemment un ancien membre du groupe, parce qu'il connaît beaucoup de choses sur justement leur enfance et les histoires qu'ils avaient imaginées. Et puis, mais on ne sait pas tellement qui.
Et donc déjà, ça pose la question, mais qui est-ce qu'on a oublié du groupe? Vous savez, dans un groupe d'enfants, il y a des personnes plus ou moins charismatiques, plus ou moins mémorables. Qui est-ce qu'on oublie? Qui est-ce qui, en fait, était oubliable et qu'en fait, on n'aurait peut-être pas dû oublier? Et puis, ils s'aperçoivent petit à petit que le schéma qui semble se produire et ce qui est en train d'arriver à la société japonaise de cette époque, bah, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient imaginé quand ils étaient enfants. Et ils se posent la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont en train d'essayer d'appliquer le schéma qu'ils avaient imaginé quand ils étaient enfants? Bon, je vous en dis pas plus sur l'histoire, parce que je veux pas non plus trop spoiler, mais c'est une histoire très entraînante. C'est l'avantage, si vous voulez, du manga, c'est que souvent, ils sont très bons pour les cliffhangers, ils sont très bons pour que vous n'arriviez pas à vous arrêter de lire. Et c'est à la fois une très belle histoire d'amitié, d'enfance, et en même temps une enquête très passionnante qui apprend à la fois des choses sur l'histoire du Japon des années 70 à nos jours, et puis tout simplement sur comment on évolue, comment on passe de l'enfance à l'âge adulte, avec la transformation parfois de jeux d'enfants innocents en jeux d'adultes un peu dangereux. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Eléa qui va nous parler de Underwater. Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai choisi de vous parler donc du manga Underwater, le village immergé de Yuki Urushibara. C'est une série très courte, en 2 tomes, qui date de 2016. Il fait partie des seinen, c'est-à-dire c'est un manga qui est plutôt destiné aux adolescents et aux adultes. Alors, l'histoire se déroule au Japon, lors d'un été particulièrement caniculaire. On va suivre la jeune Chainami qui s'évanouit pendant un entraînement d'athlétisme. Quand elle va se réveiller, la collégienne va se retrouver sur les berges d'une rivière, près d'un village quasiment désert. Elle va y rencontrer un jeune garçon qui est accompagné par son grand-père. Ce lieu très mystérieux lui semble étrangement familier et ce lieu va livrer petit à petit ses nombreux secrets. En fait, c'est le village qui est véritablement le personnage central de ce récit. Et ce village semble avoir connu des événements tragiques qu'on va découvrir petit à petit. L'eau y est aussi très présente sous diverses formes. Ça peut être la pluie, une très belle cascade, une petite rivière. En fait, l'auteur, d'une manière très habile, va nous amener à confondre le passé, le présent, va croiser les destins. On arrive à une sorte de voyage sur plusieurs générations et les indices vont vraiment être distillés très lentement. Tout ça va créer une atmosphère très poétique et mélancolique entre songe et réalité. Alors j'ai beaucoup apprécié les dessins qui sont très soignés, notamment les décors de végétation, de rivières. Et c'est vraiment pour moi une invitation à l'évasion, mais aussi au calme et à la relaxation. Donc pour moi, c'est un petit bijou, ce manga, et c'est tout à fait le genre de série courte qui peut permettre à un amateur de BD de découvrir l'univers des mangas sans être trop dérouté par les codes un peu spécifiques du manga. Voilà, je vais laisser Amy vous parler de la papeterie Tsubaki. Alors, merci Eléa. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la papeterie Tsubaki. Excusez-moi. Donc d'Ito Ogawa, qui est un roman traduit du japonais par Myriam Dartois Ako. Donc ce roman est centré sur le personnage féminin d'Atoko, qui gère à elle seule la papeterie qui lui a été léguée par sa grand-mère. Elle est écrivain public et met en mots les sentiments des personnes qui lui confient leurs histoires. Donc elle choisit aussi méticuleusement les mots que le papier, l'encre, la calligraphie qui conviendront le mieux pour faire passer les messages et les émotions. Ce roman rend en effet hommage à cet art de la correspondance épistolaire japonaise, avec tous ses usages et ses convenances qui en font un art ancestral. Une lettre se résume à bien plus que les mots qu'elle contient. Chaque élément a son importance, et comme le dit si bien Atoko, si l'enveloppe est un visage, le timbre est le rouge à lèvres qui donne le ton. C'est un véritable plaisir de découvrir les lettres écrites en langue originale dans le roman, au travers donc des calligraphies qui y ajoutent un charme indéniable. Et ce roman est aussi l'expression d'une certaine convivialité, puisque Ito Ogawa, donc l'auteur, met en scène des personnages doux, à l'écoute des autres, prêts à rendre service aux plus démunis. Et en effet, Atoko sèmera le bonheur autour d'elle dans la charmante ville de Kamakura, dans la région de Tokyo,
que l'on apprend à connaître également par le voyage sensoriel auquel nous invite l'auteur autour de la gastronomie japonaise, ce qu'elle nous donne en fait à découvrir dans le roman plusieurs recettes d'ailleurs. Et c'est une écriture poétique, sensible, et ce roman, à l'heure des réseaux sociaux, redonne le goût de l'écriture avec son charme traditionnel, des lettres et d'écrire tout simplement aux êtres qui vous sont chers. Je passe la parole donc à Anne. Donc, je vais vous parler de Âme brisée d'Akira Mizubayashi. Ce roman a eu le prix des libraires en 2020 et beaucoup d'autres prix. Il a été encensé par la critique. Alors, Akira Mizubayashi est un auteur japonais qui écrit en français. Le roman s'ouvre dans un contexte de guerre. On est en 1938 à Tokyo. C'est la guerre d'expansion de l'empire japonais sur la Chine. Rei, donc c'est un jeune garçon, il accompagne son père à une répétition. Avec des amis chinois, ils forment un quatuor à cordes et jouent de la musique classique occidentale. Cette répétition est brutalement interrompue par des soldats. L'un d'eux brise le violon du père et ils arrêtent les musiciens qu'ils soupçonnent de complot contre le Japon. Rei avait eu juste le temps de se dissimuler dans une armoire, d'où il a entendu la scène. Il se retrouve seul. Ce drame va façonner toute sa vie. Le roman raconte ainsi son destin. Il grandira en France, adopté par un ami de son père. Il va se lancer dans une carrière de luthier, car sa quête existentielle va être de restaurer, de réanimer l'âme du violon de son père. Ainsi, la polysémie du mot âme est exploitée tout au long du roman. Et c'est l'âme du violon, cette petite pièce d'épicéa située à l'intérieur de la caisse de résonance et qui donne un son si particulier à l'instrument. Mais c'est aussi l'âme brisée du père et l'âme tourmentée de Rei, donc, que la musique répare. Ainsi, dans ce livre très abouti, la littérature et la musique s'entremêlent intrinsèquement. La musique anime le récit et le chant du violon résonne constamment, d'autant plus qu'il y a de nombreuses pages qui sont consacrées à décrypter la musique. De fait, l'écriture est très précise. L'auteur fait de la musique un langage à part entière. C'est un récit quelque peu idéaliste en raison de destinées improbables, mais c'est ce qui en fait tout le charme romanesque. Et il emporte le lecteur par sa façon admirable de parler de la musique et de ses effets. C'est un roman à savourer tranquillement en écoutant la Rosamunde de Schubert ou la Gavotte en rondeau de Jean-Sébastien Bach. Mais là, c'est une toute autre musique qu'on va vous faire écouter pour cet intermède musical qui sera une très belle transition avec la suite puisqu'Antoine nous présentera Death Note, le manga. Là, c'est la musique, donc c'est l'opening de l'anime Death Note. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Vous nous retrouvez pour ce rendez-vous culture consacré au Japon. Alors, pour continuer dans les mangas, je vais vous présenter, j'allais dire mon premier manga, mais en fait non, c'est le premier manga auquel j'ai accroché. J'en avais déjà lu quelques-uns, et le premier qui m'a plu, c'est Death Note, de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Et c'est un manga un peu particulier, il est très très prenant. C'est un peu l'intérêt des mangas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous ou vos enfants, vous lisez des mangas, mais j'ai offert pour Noël le premier tome de Naruto à mon neveu. Je ne savais pas trop si ça allait marcher. Bon, ça a pas mal marché puisqu'il est en train de lire le 33e tome. Et c'est souvent un peu l'intérêt, c'est que ça permet, c'est très entraînant, ça permet de lire beaucoup, très vite. Et là, mon neveu a quasiment doublé sa vitesse de lecture depuis qu'il a commencé. Bon, j'ai lu ça, moi. Death Note, c'est pas forcément pour les enfants, c'est plutôt pour des adolescents ou des post-adolescents ou des adultes. Hein. C'est l'histoire d'un adolescent très intelligent, assez brillant, qui se pose des questions sur le monde, qui trouve que la société est corrompue. Et un jour, il trouve un cahier. Et ce cahier, c'est pas un cahier normal, c'est un Death Note, un cahier de la mort. C'est-à-dire que quand il écrit le nom d'une personne dans le cahier, la personne meurt dans les 24 heures. Et du coup, lui, c'est un adolescent un peu idéaliste, il se dit, bon, bah, on va utiliser ça pour rendre le monde plus juste. Et il commence à exécuter à distance, du coup, en écrivant leur nom dans son cahier, des politiciens corrompus, des hommes d'affaires véreux, des chefs de la mafia. Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, puisque quand on essaie de faire justice soi-même, on s'aperçoit souvent qu'on maîtrise pas vraiment les tenants et les aboutissants. Je vous dis ça comme si je l'avais moi-même fait, mais je vous assure que j'assistais une personne. Évidemment, toutes ces disparitions soudaines, toutes ces morts un peu subites, attirent l'attention de la police, qui met sur les traces du héros un détective, un jeune détective surdoué qui s'appelle L. On le connaît juste par son initiale, et il va essayer de le démasquer. Et donc, en fait, tout ce manga, c'est un peu un roman policier, mais c'est surtout une sorte de lutte entre deux intelligences très puissantes. Et c'est à la fois un exercice de logique, ce manga. C'est très intelligent, c'est très bien pensé, c'est un peu complexe, et en même temps, c'est toujours clair. On n'est jamais perdu, on sait toujours où on en est. Et c'est la vraie beauté de ce manga, qui est un des mangas les plus célèbres. Hein. Il a été transformé en série, on a écouté la musique juste avant. Il a aussi été transformé en série télévisée. C'est un manga très célèbre et qui, pour moi, marque un peu vraiment une très grande qualité, un moment où le manga a cessé d'être répétitif et est devenu vraiment au niveau des narrations les plus complexes des meilleurs romans policiers. Voilà, c'est une recommandation. On a, je crois, tous les tomes de ce manga à la bibliothèque Saint-Corneille. Et pour continuer dans cette dynamique, je passe la parole à Eléa, qui va nous parler de Bright Stories. Alors, donc j'ai choisi moi de vous parler donc de la série Bright Stories de Kaoru Mori. Et c'est une série plutôt longue puisqu'elle contient actuellement 12 tomes et elle est publiée depuis 2011 et est toujours en cours. Alors l'histoire se déroule au 19e siècle, dans un petit village d'Asie centrale. On peut le situer en gros vers l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Et ce manga a pour toile de fond la route de la soie. On va suivre Amir, une jeune femme de 20 ans, dont la tribu a décidé de la marier à un jeune homme, enfin plutôt un jeune garçon, Karluk, d'une autre tribu, puisqu'il est âgé seulement de 12 ans. Donc il y a quand même 8 ans d'écart. Comme c'est la coutume, Amir part vivre chez son mari et quitte sa tribu. Donc la jeune fille va découvrir alors une existence complètement différente, que ce soit entre l'aïeul acariâtre, toute une ribambelle d'enfants, et puis il y a Smith, l'explorateur anglais qui est venu étudier leurs traditions. Donc Amir va s'adapter rapidement à sa nouvelle vie. Malheureusement, quand elle commence vraiment à se sentir bien dans son nouvel environnement, eh bien sa précédente tribu décide de la récupérer par tous les moyens pour pouvoir contracter une union qui serait plus avantageuse pour la tribu. Donc, bien au-delà de l'histoire de ces personnages, ce manga est surtout l'occasion pour l'autrice de découvrir les mœurs et coutumes locales. On va découvrir vraiment la vie des clans nomades à cette époque,
avec des descriptions très précises, très réalistes. On va découvrir par exemple l'élevage, la sculpture sur bois, les coutumes liées au mariage, bien sûr, les organisations qui sont très hiérarchiques. Et il y a vraiment une richesse dans les détails qui permet de renforcer l'immersion dans l'histoire. Alors graphiquement, moi je trouve les dessins magnifiques, que ce soit les décors, les vêtements des personnages ou même les ornements des portes et des fenêtres. Vraiment, le souci du détail est très, très précis et du coup le rendu est très réaliste. Donc n'hésitez pas à découvrir cette histoire assez romanesque et qui est presque comme une belle fresque épique, humaine et prenante comme beaucoup de mangas. Voilà, je vais maintenant laisser Anne vous parler du poids des secrets. Oui, je voulais vous parler d'Aki Shimazaki. C'est l'auteur la plus limpide que je connaisse. Les phrases sont courtes, les dialogues concrets et précis, à tel point que les livres paraissent d'une simplicité extrême, d'autant qu'ils sont courts. Mais cette apparente simplicité de style permet de faire ressortir la complexité du récit. Aki Shimazaki, donc c'est une écrivain donc d'origine japonaise qui vit à Montréal et qui écrit en français. Son œuvre est très particulière et elle est d'une construction romanesque passionnante. Elle compose en fait des cycles qui sont des pentalogies construits en 5 volets. C'est très habile de telle manière que chaque roman peut se lire séparément et dans le désordre, tout en formant un tout cohérent. Au fur et à mesure des tomes, les recoupements se font et les différentes facettes d'une même histoire donnent au récit un relief étonnant et au final un tableau splendide. Chaque tome, en fait, se concentre sur un personnage, autour duquel gravitent d'autres personnages qui eux-mêmes vont devenir le héros de l'autre volume. On est dans des lieux différents, mais aussi des époques différentes, car le passé éclaircit le futur et inversement. Ainsi, dans Le poids des secrets, dont je vous parle plus particulièrement aujourd'hui, Le poids des secrets, c'est son premier cycle et les éditions Actes Sud sont en train de publier le 4e cycle. Donc l'histoire prend sa source au Japon en 1923, au moment du tremblement de terre qui a dévasté la région du Kanto. L'œuvre d'Aki Shimazaki, d'ailleurs, a toujours en toile de fond un contexte historique. Donc c'est la guerre, la bombe atomique. L'auteur excelle à décrire l'atmosphère de l'époque. Puis, dans Le poids des secrets, elle va tisser une saga familiale sur plusieurs générations. Et elle dévoile comment les secrets de famille influent sur l'existence de tous ses membres jusqu'aux petits-enfants. Elle explore le poids des secrets intimes, la force du désir, les tabous et les carcans sociaux. La romancière traite ces histoires, c'est digne d'une tragédie grecque, avec un mélange de sensualité et de retenue toute japonaise. Chaque titre porte un nom de fleur. Donc Tsubaki, c'est le camélia. Le Wazu Renagusa, c'est le myosotis. Ou bien de petit animal. Otaru, par exemple, c'est la luciole. Car la nature est toujours présente dans l'œuvre d'Aki Shimazaki. Et plus généralement dans la culture japonaise. C'est au rythme des saisons, comme un élément structural du récit et comme un écho au tourment de l'âme humaine. C'est une ode aux fleurs, aux parfums, aux couleurs et aux sens. Donc c'est tout, avec Aki Shimazaki, c'est tout l'art de la délicatesse, avec des pages émouvantes et d'une douceur et d'une sensibilité vraiment magnifique. Pour continuer, nous allons écouter un peu de musique. Je voulais vous partager un coup de cœur pour du rap japonais. C'est Buds Montage, qui est très en vogue en ce moment au Japon, donc avec des artistes comme Nameda Rumaz, Batsa Kashush, Delta 9 Kid et G-Plants. Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Merci d'écouter le Rendez-vous Culture spécial Japon. Nous allons maintenant parler des notes de chevet de Sei Shonagon. Le Rendez-vous Culture des bibliothèques de Compiègne. Alors, les notes de chevet, c'est un livre écrit il y a un peu plus de 1000 ans. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de manga et de romans contemporains aujourd'hui, mais on avait aussi envie de vous parler de choses un peu plus anciennes. Et les notes de chevet, c'est un livre majeur, c'est un des très grands classiques de la littérature japonaise, écrit vers l'an 1000 à la cour de l'empereur japonais Ichijo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que deux des plus grands auteurs de la littérature japonaise sont deux femmes qui étaient deux rivales. Murasaki Shikibu, l'auteur du Dit du Genji, que vous connaissez peut-être, et qui était une dame de cour de l'impératrice Shoshi. Et Sei Shonagon, dont on va parler aujourd'hui, l'auteur des notes de chevet, était dame de cour de l'impératrice Sadako. Donc on est à un moment un peu polygame de l'histoire de l'Empire japonais, et donc deux impératrices rivales, deux dames de cour rivales, et deux grandes auteurs japonaises également un peu rivales. Les notes de chevet, c'est pas un roman, c'est un récit, mais enfin, à vrai dire, c'est un ovni. Ça ressemble à rien d'autre. C'est un récit, si vous voulez, un peu à la manière de la marquise de Sévigné, sauf que la marquise de Sévigné, c'est 700 ans plus tard. Et donc Sei Shonagon, dans ce récit, elle raconte la vie de cour, elle fait des allusions à ses amants, elle décrit les vêtements d'un tel, la coiffure d'une telle, de manière toujours un peu malicieuse. C'est pour ça que je parle de la marquise de Sévigné. Mais le plus bel aspect peut-être de ce livre, ce sont les listes. Le récit est entrecoupé de poèmes, mais également de listes très poétiques sur des aspects du paysage ou de la vie quotidienne. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous lire quelques-unes de ces listes rapidement. Liste des choses qui gagnent à être peintes. Un pin, la lande en automne, un village dans la montagne, un sentier dans la montagne, une grue, un cerf, un paysage d'hiver quand le froid est extrême, un paysage d'été au plus fort de la chaleur. Une autre liste. Liste des choses qui perdent à être peintes. Les œillets, les fleurs de cerisier, le visage des hommes ou des femmes dont on vante la beauté dans les romans. Et une dernière, liste des choses qui ne font que passer. Un bateau dont la voile est hissée, l'âge des gens, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc c'est un livre, les notes de chevet, qui peut se lire du début à la fin, mais on peut aussi l'ouvrir au hasard le soir pour lire une liste avant de s'endormir, par exemple. C'est un vrai accompagnement dans la vie. Ça fait plus de 1000 ans que ce livre accompagne la culture japonaise, et on espère qu'il va continuer de l'accompagner. Et je passe la parole à Eléa, qui va nous parler d'un voleur. Alors, je vais vous parler d'une BD qui n'est pas vraiment un manga, mais plutôt un manfra, c'est-à-dire une BD qui est publiée par des francophones et qui veut ressembler à du manga, qui en reprend vraiment tous les codes. Donc il s'agit du Voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré. C'est une série de 2016 assez courte puisqu'elle contient que 2 tomes. Alors j'ai d'abord été attirée visuellement par ce manga qui est assez original, puisque le style de l'auteur s'inspire vraiment des estampes japonaises et il évoque les grands maîtres de cet art ancien comme Okuzai ou Hiroshige. Alors comme l'indique le titre de cette histoire, il s'agit d'un voleur qui sévit au Japon à la fin du 19e siècle. Ce voleur mène en fait une double vie. Le jour, il travaille dans le restaurant de son père sur le port et la nuit, il dévalise les riches. Mais sans vraiment chercher à faire du profit, c'est juste pour connaître le frisson de l'aventure et la sensation d'être libre. Personne ne connaît du tout l'identité de ce voleur, jusqu'à ce qu'une nuit, il décide de cambrioler la maison du gouverneur. Et il va tomber sur la fille du gouverneur qui va voir son visage. On va suivre ensuite le destin de ces 2 personnages en parallèle. Et on va constater que ces 2 âmes solitaires ont en fait beaucoup plus en commun qu'on ne pouvait l'imaginer au départ. Notamment la fille du gouverneur, elle désespère de devoir mener une vie toute tracée et sans grande fantaisie.
Et elle cherche à oublier son sort grâce à l'opium ou à ses rêves de liberté. Voilà, je vous laisserai découvrir la suite de leurs aventures et je vous conseille vraiment ce manga, ce manhwa original est très poétique, raconté comme un recueil d'estampes japonaises. Je voulais aussi vous préciser que vous retrouverez les critiques des mangas que je vous ai présentés sur notre site internet dès aujourd'hui, dans la rubrique Adulte Ado, et ensuite vous avez la rubrique Avis, Critique, Sélection. Vous pouvez trouver dans cette rubrique notamment plein d'idées de lecture, de films, donc je vous la conseille. Et je vais laisser la parole à Anne pour nous parler de Alice in Borderland. Oui, donc c'est une série que l'on peut voir sur Netflix. Elle est réalisée par Shinsuke Sato, qui a déjà réalisé Bleach et Gantz. Pour l'instant, nous en sommes à la première saison qui fait 8 épisodes. Elle est adaptée du manga de Haro Aso. Alors, c'est un thriller dystopique, cauchemardesque, qui plonge ses héros dans un jeu à la vie, à la mort. On va suivre un jeune étudiant, Arisu, donc Alice en français, et ses amis qui sont brutalement propulsés dans un Tokyo totalement désert. Ils vont apprendre qu'ils vont devoir disputer des parties de jeux vidéo grandeur nature pour pouvoir survivre. Dans ce jeu imposé, les morts ne sont pas simulés mais bien réels. On ne joue pas seulement pour gagner, mais pour vivre. Chaque partie gagnée accorde un visa de temps de vie de quelques jours. Alors, on va assister à des parties géantes de chats, de loups-garous, d'escape game. Les jeux sont divisés en 4 catégories, représentées par les couleurs des cartes à jouer. Le pic, ça va être des épreuves plutôt physiques, le carreau, des épreuves intellectuelles. Le trèfle, ça va être un mélange des deux, plus un travail d'équipe. Et les plus coriaces, ça va être le cœur. Donc là, c'est une dimension psychologique où on va jouer avec les sentiments des participants. L'enjeu est terrible, parce que dès lors, pour les héros, ça va être comment assurer. Et plus que de la force, ça demande de la stratégie et un esprit de logique énorme. C'est chacun pour soi, à moins de pouvoir s'allier, mais aller savoir avec qui. Donc c'est des fictions à base de jeux d'élimination et de survie. On connaît déjà Hunger Games, Battle Royale ou Gantz. Et on est proche aussi de la série télé Lost. Par la manière dont le passé des personnages est convoqué et par l'analyse des comportements en groupe. Mais Alice in Borderland se démarque par des touches originales qui la rendent fascinante et addictive. Ainsi d'abord, c'est une réussite visuelle avec des images vraiment saisissantes. Mais attention, ce jeu de massacre sadique est à réserver à un public averti. Il y a beaucoup de scènes violentes, parfois gore. Il faut avoir le cœur bien accroché car la série joue avec nos nerfs. Ensuite, on se prend au jeu avec les énigmes à résoudre qui sont très complexes. On peut aussi s'amuser à repérer les références au conte de Lewis Carroll qui jalonnent les épisodes de cette cruelle traversée du miroir. Les scènes d'action sont convaincantes, c'est rythmé et sous tension, et c'est très efficace. On a en même temps aussi un sens plus profond. Le héros s'interroge sur le sens de la vie et il va chercher à en percer les mystères et à découvrir les maîtres du jeu. Parce qu'on apprend qu'il y a non seulement des concurrents très rudes, mais il y a aussi des saboteurs qu'on appelle les dealers et des régisseurs qui semblent tout dominer. C'est d'autant plus passionnant qu'on s'interroge toujours sur la tentation de la violence face à la coopération et l'entraide. Je vous la conseille, mais vraiment pour un public averti. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce rendez-vous culture spécial Japon. Nous avons présenté aujourd'hui 20th Century Boys, Underwater, le village émergé, qui sont des mangas, la papeterie Tsubaki d'Ito Ogawa, Âme brisée d'Akira Mizubayashi. Ensuite, encore des mangas avec Death Note, Bride Stories, et un roman Le poids des secrets d'Aki Shimazaki. Puis nous avons fini par Les notes de chevet de Sei Shanogo, Le voleur d'estampes et la série Alice in Borderland. Merci beaucoup et nous nous retrouvons pour le prochain rendez-vous culture des bibliothèques le vendredi 23 avril.